Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'ai cherché un peu les bases de l'éducation à la citoyenneté qui, dans l'histoire, a pris plusieurs formes, plusieurs qualifications. Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais, super. Et donc avec des dispositifs, mais donc historiquement, on le retrouve déjà chez Hannah Arendt, et qui en propose une acception assez intéressante, puisqu'elle considère qu'il n'y a pas juste une relation éducateur-élève, qu'il ne faut pas une simple transmission verticale de savoir par un adulte, mais qu'il faut une relation entre un acteur du monde présent et une personne en devenir, donc une personne du monde futur. Et donc c'est tout le questionnement autour de ce que sera l'éducation à la citoyenneté. Alors, évidemment, éducation à la citoyenneté, neutralité, discrétion. Neutralité, discrétion, ça renvoie aux attitudes, que ce soit des enseignants ou des élèves. Je vais commencer par le rappel du premier article du Code de l'éducation, l'article L111-1, qui précise que la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, avec notamment le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Donc, ça va fixer le cadre général de ce que sera l'éducation à la citoyenneté, qui doit donc recouvrir tous les aspects de l'éducation et pas uniquement certains dispositifs comme l'EMC, l'EMI, etc. C'est-à-dire que, on va le voir après sur le référentiel des compétences du professorat, mais c'est un élément qui doit imprégner un peu toute l'école et tous les établissements scolaires. Alors, effectivement, aujourd'hui, les nouveaux programmes de l'école, du collège et du lycée, de l'EMC, visent comme objectif la formation du futur citoyen et de sa raison critique. Donc, on va être sur l'acquisition de savoir. Donc, vous avez les acquisitions de savoir disciplinaires, mais vous allez aussi avoir besoin sur certains dispositifs de connaissances juridiques, de faits objectifs, entre guillemets, historiques, mais aussi des activités, de pratiques d'activités individuelles et collectives, et la mise en œuvre de situations pratiques dans l'éducation à la citoyenneté. Alors, dans ma première partie, je vais m'interroger sur les termes de neutralité et de discrétion. Pourquoi on distingue neutralité et discrétion? Pourquoi il y a ces deux termes dans l'intitulé de l'intervention? Donc la neutralité, c'est le fait de s'abstenir de prendre parti sur des questions religieuses, politiques et commerciales aussi. Ça, c'est très important à l'école. Et est rattaché à la neutralité, évidemment, si on est sur la neutralité religieuse, la laïcité, qui est donc le cadre juridique du principe de neutralité pour assurer, alors ça c'est très important, hein, les premiers articles sur la laïcité, c'est assurer d'abord la liberté de conscience de chaque individu, donc dans un espace qui sera commun et neutre. Alors, en fait, la neutralité va concerner les enseignants et la discrétion les élèves. Je vais vous expliquer. La neutralité, donc, on est en séparation des églises et de l'État, donc l'État doit être neutre avec ses usagers. C'est l'État qui doit être neutre avec les usagers, hein, c'est important. Et donc, on ne soutient pas, on ne finance pas, mais on ne combat pas non plus des idées religieuses. D'accord ? Il y a aussi cet aspect-là. Donc, c'est dans le Code général de la fonction publique, on dit que les fonctionnaires doivent être neutres, donc pour respecter la neutralité du service public. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manifester leurs croyances religieuses ou politiques dans l'exercice, c'est important, dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi j'insiste? Parce qu'on sait que vous avez le droit d'être diacre dans votre vie privée. Il y a des enseignants qui peuvent désormais, parce que la jurisprudence a changé, avoir des activités religieuses. Vous pouvez être député. Moi, je suis inspectrice d'économie-gestion. Et dans notre académie, nous avons une excellente professeure agrégée d'économie-gestion qui s'appelle Nathalie Artaud. Voilà. Et elle est vraiment, c'est vraiment une très bonne professeure d'économie-gestion. Voilà. Et donc, elle a une activité politique à côté qui relève de sa vie privée. Donc, je précise bien, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, ce qui est précisé, c'est que le fait pour un agent public de manifester dans l'exercice de ses fonctions, ses croyances, alors là, je vais être sur les croyances religieuses, par exemple, notamment en portant un signe qui marque son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute. Il y a une jurisprudence constante là-dessus, il y a déjà eu des sanctions, etc.
Ça implique donc que si vous demandez par exemple une autorisation d'absence exceptionnelle, je précise, pas régulière, exceptionnelle, pour pouvoir participer à une fête religieuse, on peut vous la refuser pour fonctionnement, au motif du fonctionnement du service, nécessité de service en fait. Voilà, donc il n'y a pas de droit, à la différence des élèves, il n'y a pas de droit à avoir une autorisation d'absence pour conviction religieuse. Alors, du coup, ça renvoie évidemment à la laïcité. Donc, il ne faut pas donc, porter de signes, même discrets. On ne peut pas promouvoir ses croyances religieuses. On ne peut pas orienter les élèves vers des croyances religieuses ou politiques. Et donc tout ça, ça date évidemment de la loi de... Non, ça date des lois de 1882-1886, donc élargies en 1905 avec la loi de séparation des églises et de l'État. Donc aujourd'hui, dans la Constitution, on vous dit que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés de l'État, est un devoir de l'État. Alors, sur les signes d'appartenance religieuse, même discrets, c'est important, puisqu'en fait, vraiment, quand on est agent public, on ne doit pas du tout pouvoir identifier votre religion. Ni pas même non plus dans votre attitude. Je précise que ce n'est pas le cas des professeurs de l'enseignement privé sous contrat. Voilà, je voudrais juste faire cette nuance quand même, c'est important. Alors là, on parlait donc des enseignants comme acteurs du service public de l'éducation. Les parents sont usagers du service public de l'éducation et donc ne sont pas concernés par ce principe de neutralité religieuse. En revanche, ils sont concernés par l'interdiction de prosélytisme. Voilà, donc, mais ça c'est le cadre général qu'a précisé tout à l'heure Patrick Weil. Et puis, il n'est pas non plus possible à des parents, là, sur la neutralité politique, parce qu'on commence à l'avoir un peu, d'entrer dans des établissements ou de faire devant les établissements des activités de prosélytisme politique. Donc ça, c'est important. Et on a vu aussi même chose. Normalement, on ne peut pas autoriser un homme politique à rentrer dans un établissement scolaire pour faire du prosélytisme politique. C'est pas faire venir le député qui explique comment fonctionne l'Assemblée nationale. C'est vraiment la personne qui vient et qui fait du prosélytisme politique. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc vraiment, l'école doit être, et les services publics en fait, doivent être des espaces neutres. Je ne vais pas trop développer parce que je ne veux pas non plus trop déborder, mais il faut penser à la neutralité commerciale qui est de plus en plus problématique, puisqu'on a de plus en plus d'enseignants voilà, ou même d'acteurs de l'éducation, ça peut être des AED, etc., qui vont faire du prosélytisme commercial en conseillant d'aller à tel endroit. Donc ça, c'est une vraie difficulté. On a une difficulté aujourd'hui, alors c'est pas traité, je crois, encore de manière jurisprudentielle, sur les influenceurs qu'on a à l'école. On a des professeurs influenceurs. Oui, mais ça, moi, je trouve que ça pose une question sur la neutralité commerciale, puisqu'ils gagnent de l'argent avec ça. Donc c'est une vraie question. Donc on a actuellement, moi je fais partie du comité de déontologie de l'Académie de Créteil, on a un questionnement sur justement la problématique déontologique que ça pose. Donc voilà, là j'ai pas de réponse, mais voilà, c'est vraiment un questionnement et ça rentre quand même dans cette idée aussi de neutralité. Donc ça c'est pour les agents. Alors pourquoi on parle de discrétion pour les élèves ? Évidemment les élèves, ils sont usagers, ils ne peuvent pas être soumis à l'obligation de neutralité. Donc ils ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité, mais ils ont une obligation de discrétion. En fait l'objectif, donc, Monsieur Weil vous a parlé tout à l'heure de la commission Stasi, etc. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de pression à l'école. Donc, de toute façon, de la part des acteurs de l'éducation nationale, c'est interdit. Mais il ne faut pas qu'il y ait de pression à l'école, notamment même pas entre eux. En tout cas, il faut qu'il y en ait le moins possible entre les élèves. Donc, pour éviter les pressions, il y a eu la loi de 2004 qui interdit le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Et puis, donc, l'objectif aussi, Catherine Kinsler, la philosophe, parle de respiration laïque. L'idée, c'est que l'école doit être cet espace où les élèves se sentent libres dans leur conscience. Évidemment, pourquoi on parle d'obligation de discrétion ? Les élèves entre eux, ou même à leurs professeurs, ont le droit de parler de leurs croyances religieuses. Il y a quand même cette liberté d'expression. C'est pas muselé, l'école. Les élèves, ils ont le droit de parler de leur appartenance religieuse. Un professeur n'a pas le droit de leur demander de quelle religion ils sont, n'a pas le droit de parler de sa religion. Mais en revanche, un élève qui parlerait de sa religion, vous ne pouvez pas lui dire chut. Ça n'a pas trop de sens, notamment dans l'éducation à la citoyenneté. L'idée, c'est de rentrer dans l'échange.
tant que vous respectez ces croyances, tant que ces croyances sont respectées, il n'y a pas de difficulté. C'est pour ça que c'est de la discrétion, c'est pas de la neutralité. Voilà, c'est vraiment important. Donc voilà. Alors, dans le cadre de cette discrétion, ils doivent évidemment respecter le règlement intérieur, hein, qui est censé rappeler la loi de 2004. Et donc, alors, sur cette loi de 2004, donc il y a eu des évolutions. C'est l'article L141-5-1 et les articles L141-5-2 du Code de l'éducation. Donc on vous dit quand même que la liberté de conscience des élèves est protégée. Évidemment, il ne faut pas porter de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Vous avez 2 types de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Donc là, je vais renvoyer à l'arrêt du Conseil d'État du 27 septembre 2024, qui a donc validé la note de service sur l'interdiction des abayas et des camis, et qui rappelle en fait une jurisprudence constante du Conseil d'État, qui est que donc, sont interdits les signes qui manifestent ostensiblement par eux-mêmes et qui sont listés dans la circulaire, qui sont listés en partie dans la circulaire de 2004, pardon, et donc dans cette note de service, qui sont donc le voile dit islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa, la croix de dimension excessive, qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, vous avez en plus l'abaya et le camis. Donc ça, c'est qui sont manifestent ostensiblement par eux-mêmes, mais aussi sont interdits les signes qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse en raison du comportement de l'élève. Là, je cite le Conseil d'État. En raison du comportement de l'élève. Donc, si un élève porte une tenue, on sait qu'il y a des discours qui sont tenus pour contourner la loi et pour porter d'autres tenues. On l'a vu, en fait, savoir que il y a eu des arrêts du Conseil d'État depuis 2004. Il a interdit les bonnets. Des bonnets. Ah, c'est pas le bonnet en lui-même, c'est le bonnet porté systématiquement avec refus de le retirer et qui en fait révélait une appartenance religieuse. Vous l'avez eu sur le bandana. Vous avez plein d'arrêts en fait. Voilà, on a l'impression que ça tombe comme ça, mais en fait ce n'est pas vrai. Il y a vraiment une jurisprudence constante. La note de service de 2023, elle vient appliquer une jurisprudence constante. Et donc là, on a la confirmation de cette jurisprudence. Le Conseil d'État, toujours dans l'arrêt de septembre, observe, alors je cite aussi je cite le communiqué de presse là, observe que les signalements d'atteinte à la laïcité à l'école ont sensiblement augmenté. Et la plupart, à l'époque, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, concernaient le port de signes ou de tenues susceptibles d'être interdits, notamment le port de tenue type abaya. Et donc il dit, le port de ces tenues s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse, le dialogue entre les établissements et les élèves concernés ayant fait apparaître qu'il s'accompagne d'un discours stéréotypé, je cite le Conseil d'État, inspiré d'argumentaires diffusés sur les réseaux sociaux et élaborés pour contourner l'interdiction inscrite dans la loi. Donc, on voit bien qu'on est sur cette logique de risque de contournement, quelque chose qui était assez prévisible, mais qui donc justifiait cette évolution du droit. Donc là, on est vraiment sur le type de signes et on voit qu'ils peuvent aboutir à ce qu'on vous reconnaisse. En fait, c'est ça l'enjeu. Si quand vous rentrez dans l'établissement, on sait de quelle religion vous êtes, ça pose une difficulté. Voilà. On n'est pas censé identifier votre religion en vous voyant. C'est ça le côté ostensible. Voilà. C'est autre chose que le prosélytisme, mais c'est ça le côté ostensible. Dans les chiffres qu'on a aujourd'hui, le port de signes et tenues a beaucoup diminué dans les atteintes à la laïcité. On va plus être sur le prosélytisme et les contestations d'enseignement aujourd'hui. Mais donc, du coup, le port a beaucoup diminué. Pour utiliser mon expérience, j'ai fait partie des groupes qui étaient dans les établissements scolaires en septembre 2023, à la rentrée, au cas où il y aurait de gros problèmes parce qu'il y avait l'interdiction des abayas. En tout cas, dans l'Académie de Créteil, on a eu très peu de problèmes. Et quand j'ai échangé avec certaines jeunes filles ou certains parents, la réponse a été « Ah, mais maintenant, c'est interdit. » Et donc, on nous disait que... Enfin, du coup, je me suis dit que cette idée que les gens étaient très revendicatifs, que ça allait poser plein de problèmes, etc., ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Et ça en était même étonnant. Puisqu'on n'a été évidemment pas envoyé partout, on a été envoyé dans les... Parce que je fais partie de la mission laïcité et valeurs de la République de l'Académie de Créteil, on a été envoyé dans les établissements où il y avait beaucoup d'abayas.
Je crois que l'établissement où j'y étais le premier jour, on en a eu 2, dont un parent qui est venu chercher du coup ça, parce qu'en fait l'idée c'était du coup on discutait avec la jeune fille et puis on appelait le parent pour qu'il y ait une autre tenue, on ne renvoyait pas chez eux. Hein. Et un parent qui est arrivé très mécontent parce qu'il a répondu à sa fille « Mais enfin, on avait acheté plein de tenues pour la rentrée, pourquoi t'as mis la baya ?» Donc vous voyez qu'il y a aussi quand même par moment une espèce de rébellion. Enfin, ils utilisent un peu aussi. Alors pas tous, hein, mais certains quand même aussi. Oui, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors concernant les élèves, donc là on a vraiment parlé des tenues, mais comme je vous disais, la laïcité c'est la liberté de conscience. Et donc les élèves, en revanche, ont droit d'être absents pour les grandes fêtes religieuses. Et c'est de droit. Et donc tous les ans, il y a un bulletin, au bulletin officiel, il y a une liste de jours de grandes fêtes religieuses pour lesquelles les élèves peuvent être absents. Je vous le dis tout de suite, on est obligé parfois de décaler les examens. Je ne vous en rendez pas compte, mais voilà, on décale les examens parce que ça ne peut pas être le jour d'une grande fête religieuse. Donc, puisque les élèves ont le droit d'être absents. Donc on voit qu'on est vraiment sur le respect de la liberté de conscience, puisque sur ces grandes fêtes, alors ce bulletin officiel il évolue, parce que maintenant il y a les fêtes bouddhistes, les fêtes hindouistes, enfin vous voyez, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui évolue. En revanche, ce qui est interdit, c'est les demandes d'absence systématiques. Voilà. Ça par contre, c'est pas possible, parce que c'est incompatible avec l'assiduité scolaire. Obligation de l'élève, l'assiduité scolaire. Donc ça par contre, c'est incompatible. Oui, précision aussi, toutes ces règles s'appliquent par rapport au lieu. Ça, c'est important. Par rapport au lieu, c'est-à-dire que ça s'applique dans les établissements scolaires, écoles et établissements scolaires publics. Pourquoi je dis ça? Parce que ça s'applique aussi aux étudiants de classe préparatoire et de BTS. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont étudiants que ça ne s'applique pas. Ce qui compte, c'est le lieu. Voilà, on avait une discussion avec une conseillère d'État qui justifiait justement ces jurisprudences en parlant du lieu. Voilà, évidemment, à l'université, c'est un autre lieu, et là, c'est pas du tout la même règle. Mais donc, c'est important hein, sur l'aspect lieu. Alors, ils ont cette obligation de discrétion, ils ont leur liberté de conscience, leur liberté d'expression, mais ils n'ont pas pour autant le droit de s'opposer à un enseignement. Donc, ils ne peuvent pas s'opposer à un enseignement ou aux modalités d'un examen. Donc, par rapport à leur liberté de conscience, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent contester tout ce qui va leur être enseigné. Ce qui est très important, notamment par rapport aux écoles privées sous contrat ou privées hors contrat, c'est que quand vous avez des familles qui vous disent « je ne veux pas que mon enfant lise Harry Potter ou je ne sais pas trop quoi parce que la magie, c'est le diable », vous ne pouvez pas leur dire, comme vous pourriez le dire dans d'autres pays, vous ne pouvez pas leur dire « changez-le d'école ». Puisqu'il y a ce fameux socle commun de compétences, de connaissances et de culture en France, qui impose le même socle à tous les élèves, y compris à ceux qui sont inscrits dans le hors-contrat, que nous allons quand même contrôler, et à domicile, puisque notre mission en tant qu'inspecteur, c'est d'aller vérifier l'instruction dans la famille. Et donc on vérifie ce socle. Et donc vous faites comment? Vous demandez aux jeunes s'ils connaissent les dinosaures, voilà, vous voyez, des choses comme ça. Vous arrivez vite à identifier s'il y a le créationnisme qui est enseigné majoritairement ou pas, voilà, des choses comme ça. Très honnêtement, ça se passe bien. En général, c'est rare qu'on ait ces difficultés. On est vraiment, je pense que la société française comprend ce côté socle commun. Mais c'est important de le savoir. Voilà, on peut pas. La contestation d'enseignement est compliquée parce que vous ne pouvez pas dire allez ailleurs, ce n'est pas possible. Il faudrait dire changer de pays, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important aussi à appréhender. Évidemment, la discrétion, ça concerne aussi les voyages et les sorties scolaires, parce que c'est là qu'on a le plus de difficultés. Ils ne comprennent pas que quand ils sortent en sortie scolaire, ils ne doivent pas non plus porter les signes et tenues manifestant ostensiblement leur appartenance religieuse. Et c'est là qu'on a quelques difficultés aujourd'hui. Là, c'est encore là-dessus. Attention, quand je parle de voyage, dans le cadre de la liberté de conscience, dans le cadre d'un voyage scolaire, un élève a évidemment le droit d'apporter son tapis de prière pour le soir, etc. Puisqu'il est en dehors de son domicile et donc en dehors des temps qui vont être des temps de sortie scolaire, le soir, il doit pouvoir exercer son culte. C'est toujours la laïcité, hein. Liberté de conscience, libre exercice du culte.
Donc voilà, ce à quoi m'a fait penser l'arrêt du Conseil d'État quand même sur les discours stéréotypés, c'est que je pense que dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, il faut développer beaucoup l'éveil à l'esprit critique des élèves pour qu'ils arrivent à avoir une réflexion sur ce qu'ils entendent, que ce soit dans leur quartier, dans leurs réseaux sociaux, parfois dans leur famille, ce qui n'est pas le plus problématique. Les plus grandes difficultés que l'on rencontre, c'est plutôt les discours des quartiers ou les discours des réseaux sociaux, plus que les discours des familles. Juste une précision, au cas où un élève ne respecte pas, alors précisément, au cas où un élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, désormais depuis 2023, la procédure disciplinaire est obligatoire. Je n'ai pas dit conseil de discipline, j'ai dit procédure disciplinaire. Donc, voilà, ça peut être un avertissement, un blâme, qui doit obligatoirement aussi être précédé d'un dialogue. Dialogue d'abord avec l'élève et avec la famille. Le dialogue, c'est très important, puisque ça règle les problèmes dans plus de 90% des cas. En tout cas, c'est ce que je constate sur le terrain. Donc voilà, et au cas où le dialogue se passe très mal et où il y a des tensions, pour protéger le chef d'établissement, désormais, il peut demander au DAZEN de mener le conseil de discipline à sa place. Voilà, pour garantir une forme de sérénité. Donc là, c'était sur la vision neutralité-discrétion. Le lien avec l'éducation, à la citoyenneté, il est fondamental. Désormais, on sait qu'il y a déjà, dans le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation, vous avez dans les items communs. Premier item commun, faire partager les valeurs de la République, donc savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique, ainsi que les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les discriminations, et aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. Donc ça, c'est sur un des items. Et vous avez aussi sur l'item agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques, apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à la citoyenneté, et donc la lutte contre les stéréotypes, les discriminations, etc. Donc on voit que déjà, dans ce référentiel, qui est la base quand même des compétences à acquérir par un acteur de l'éducation, puisque vous savez que le référentiel se décline en professeur, CPE, professeur documentaliste, etc. Il y a cet aspect fondamental d'éducation à la citoyenneté, qui est décliné ensuite, puisque les personnels doivent être formés. Donc vous avez le plan de formation obligatoire à la laïcité et aux valeurs de la République pour toute la fonction publique depuis la loi du 4 août 2021, pour lequel a été déployé le plan des 1000 formateurs. On a formé 1400. Circulaire du 9 novembre 2022 sur le plan de laïcité dans les écoles et les établissements scolaires. Le décret de 2023 sur le respect des principes de la République et la protection des élèves dans les établissements scolaires. Et la note de service, dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'interdiction des nouveaux signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. On n'est pas sur une prohibition absolue de la religion à l'école, c'est pas ça. Transmettre les valeurs de la laïcité, c'est le respect des convictions d'autrui, donc c'est le respect de toutes les croyances, y compris des athées, parce qu'on a parfois ce réflexe de certains élèves, la liberté d'expression, le droit à la critique. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une protection des libertés individuelles, puisque ça va aboutir à une protection de la liberté de conscience, de la liberté d'expression. Donc, il faut former des citoyens éclairés, capables de participer activement à la vie démocratique, parce qu'en fait, c'est ça, c'est leur enseigner des valeurs démocratiques, et donc éviter de favoriser un courant de pensée particulier. Donc, il faut s'appuyer, ce qui est recommandé quand même, c'est de s'appuyer sur des aspects les plus objectifs possibles dans l'éducation à la citoyenneté, ce qui va aboutir à l'utilisation de règles juridiques qui aboutissent à quelque chose d'objectif en expliquant quand même le pourquoi de la règle juridique. Expliquer le pourquoi de la commission Stasi, c'est fondamental quand même. Prendre en compte des faits historiques, voilà, pour leur donner des aspects très objectifs. Dès que vous êtes sur quelque chose d'idéologique, vous n'êtes plus vraiment dans l'éducation à la citoyenneté, puisque l'idée c'est qu'ils développent leurs propres opinions. Alors, évidemment, on a renforcé les aspects neutralité, discrétion, laïcité, puisque depuis la session 2022, dans les concours de recrutement des professeurs et des CPE, évaluer l'aptitude du candidat à assurer la bonne application des valeurs et principes de la République.
d'où le fait d'apprendre par cœur le livre de Patrick Weil, non je plaisante. À partir de la session 2025, il y aura la même chose au concours de recrutement. C'est un peu bizarre que ça vienne après, mais c'est pas grave. Concours de recrutement des personnels de direction. Je trouve ça bizarre qu'ils viennent après, parce que c'est quand même eux les responsables dans leur établissement du respect des valeurs de la République. En tout cas, à partir de la session 2025, il y a cet aspect-là. Vous avez dans le Code de l'éducation le fait que l'éducation morale et civique vise à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, et qu'il faut donc une formation aux valeurs de la République et à la connaissance des droits de l'enfant. Alors tout ça, c'est très bien, sauf que difficulté aujourd'hui, assassinat de Samuel Paty, assassinat de Dominique Bernard, l'autocensure des enseignants. Je suis allée aussi, toujours dans le cadre de la même mission, voir les enseignants après l'assassinat de Dominique Bernard. Ils ont clairement exprimé, et pas que les enseignants d'ailleurs, hein, les AED, les CPE, une peur, une angoisse. Et donc on a quand même ce questionnement-là qui peut heurter l'éducation, enfin certains aspects de l'éducation à la citoyenneté, notamment l'aspect liberté d'expression. Parce que quand vous êtes sur la liberté d'expression, ben si on interroge, ben oui, en France, le blasphème, hein, c'est pas un délit depuis 1881 quand même, donc c'était il y a longtemps. C'est basé sur la loi sur la liberté de la presse, donc c'est de la liberté d'expression. Et donc c'est 1881, donc les élèves qui vous disent ça se fait pas, ben, juridiquement ça se fait en fait. Donc non mais il faut expliquer. Vous pouvez pas leur dire juste si ça se fait. Voilà, il faut expliquer pourquoi 1881, pourquoi la tradition des caricatures en France à l'époque. Voilà, il y a beaucoup d'explications à faire. Oui, excusez-moi. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Vous parlez de quelle charte, excusez-moi. Alors, non, mais tu veux peut-être répondre. Alors, je finis et après, je pense que Frédéric de la Morena. Alors, juste une précision sur la charte de la laïcité à l'école. C'est une charte. Et en fait, elle n'a pas de valeur juridique. Je suis désolée. Voilà. Et oui, non mais c'est. Alors après, je n'ai pas rédigé la charte de la laïcité à l'école, je n'en suis pas responsable. Voilà. Voilà. Oui. Alors, en tout cas, on a 1881. Oui, pardon, excusez-moi. Donc l'interdiction du. Non, excusez-moi. La fin du délit de blasphème, 1881 en France. Voilà, donc c'est très ancien. Tout à l'heure, Patrick Weil disait en Angleterre. Alors en Angleterre, c'est 1998. Donc il a dit 1951, je crois, sur les États-Unis, 1998 au Royaume-Uni. Donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes logiques en termes de liberté d'expression, sur les motifs religieux en tout cas. C'est vraiment... Alors, vous savez qu'il va y avoir des temps de commémoration dans les écoles et les établissements scolaires pour... commémoration pour Samuel Paty et Dominique Bernard, on n'a pas encore le détail. C'est des temps qui vont être importants, mais donc il faudra bien les appréhender et les travailler avec les élèves. Il y a des professeurs qui ont peur. Ça a une répercussion sur la liberté pédagogique, puisque certains se sentent moins libres d'aborder certains sujets. Donc c'est vraiment une difficulté. Certains ne veulent plus utiliser certains documents. Ils sont inquiets. Et je pense qu'il fallait aussi les rassurer, surtout à la suite de l'assassinat de Dominique Bernard. Ce qui les a inquiétés, c'est que c'était un ancien élève. Et ça, vraiment, ils l'ont beaucoup exprimé. Pour eux, ça a fait une différence avec l'assassinat de Samuel Paty. Vraiment, ça a posé une vraie difficulté. Et donc, on voit que concrètement, nous, sur le terrain, ils ont besoin d'accompagnement. Voilà, ils ont besoin d'accompagnement, notamment sur des stratégies à utiliser. Donc, évidemment, il faut renforcer la formation continue. Il faut aussi dire quand même que désormais, quand il y a une atteinte au principe de la République, il y a une protection fonctionnelle automatique, pardon. La protection fonctionnelle est automatiquement attribuée.
Donc la protection fonctionnelle, c'est le fait que le rectorat va vous aider à financer les frais d'avocat, etc., etc. Il peut y avoir un accompagnement à la plainte. Alors attention, l'accompagnement à la plainte c'est personnel, hein. Donc c'est un accompagnement, c'est-à-dire que quelqu'un vient avec vous, mais on ne peut pas déposer plainte pour vous. Il y a des professeurs qui demandent ça, qui voudraient que l'établissement porte plainte pour lui. Ce n'est pas possible, la plainte c'est personnel. Le droit pénal c'est personnel et individuel. Donc ça c'est important. Et puis évidemment il faut favoriser le dialogue, aller à la rencontre des équipes en difficulté, c'est un peu le rôle de la mission laïcité valeurs de la République, hein. Vraiment aller au plus près. Alors oui, a été aussi créé le délit d'entrave à la fonction d'enseignant, hein, en 2021. Donc qui est le fait d'entraver par menace ou de manière concertée l'exercice des fonctions d'un enseignant. Donc c'était pour mieux protéger les professeurs, hein, contre les pressions. Donc c'est un délit, hein. Donc c'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende au maximum. C'est un délit. Donc ça relève du pénal, mais on voit qu'il y a une volonté de renforcer la protection des enseignants pour justement qu'on puisse garantir cette idée d'éducation à la citoyenneté. Alors l'éducation à la citoyenneté renvoie forcément au parcours citoyen, dans le cadre des parcours. Donc on s'appuie sur quoi? Sur l'éducation morale et civique, qui n'a pas à être obligatoirement faite par les professeurs d'histoire-géographie. L'éducation aux médias et à l'information. Et puis donc, l'objectif, c'est le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, en tout cas jusqu'en 3e, hein, puisqu'après, ce socle n'existe plus. Et donc, avec cette transmission. Alors, il y a plusieurs ressources qui peuvent être utilisées, qui sont des ressources proposées par l'Éducation nationale. Donc, il y a le guide républicain, alors, notamment Conseil des sages, le guide républicain, le Vadémécum, la laïcité à l'école. Vous avez aujourd'hui une brochure sur la laïcité à l'école primaire, donc qui est une brochure spécifique sur l'école primaire, c'est très important. Vous avez ensuite des Vadémécum éducation média à l'information, le Vadémécum en lien avec la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et les LGBT-phobies, qui agir contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Vous avez un guide prévention de l'homophobie et de la transphobie dans les collèges et les lycées. Donc il y a des ressources qui peuvent être utilisées, qui peuvent donner des pistes d'action, et qui sont importantes. Sur des modalités éducatives et pédagogiques, on se rend compte que ce qui fonctionne, enfin, en tout cas, je me rends compte, on va dire ça comme ça, que ce qui fonctionne le mieux quand même, c'est quand on donne la parole aux élèves. Quand on est en interaction avec les élèves et qu'on ne vient pas leur imposer une forme d'idéologie. Donc il faut accepter aussi que les élèves ne soient pas d'accord avec vous, ce qui est quand même assez fréquent. Donc il faut éviter les réponses toutes faites, hein. Il faut les encourager à poser des questions et à s'exprimer. Moi, je pratique avec certaines classes des débats libres, où en fait ils sont libres de s'exprimer, ce qui peut heurter parfois certains enseignants. En fait, je m'interroge aujourd'hui pour savoir s'il ne faudrait pas former des enseignants, mais qu'ils aillent agir sur ces thématiques-là, mais dans d'autres établissements. Parce que les élèves, face à leurs professeurs, parfois, soit ils sont en défiance, soit ils ont peur qu'on les juge, alors que face à quelqu'un qui est complètement extérieur, vraiment la parole est plus libérée, et on arrive en fait à obtenir voilà, cet éveil, cette argumentation. On leur demande d'argumenter leur position, de justifier, de leur demander d'où viennent leurs informations. Donc on est aussi sur l'éducation aux médias, à l'information. Voilà. Tout ça, c'est des regards croisés, qui ne sont pas forcément simples, hein. Je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que c'est vraiment important. Et puis, toujours expliquer le pourquoi. Parce que par exemple, quand il y a une règle de droit, c'est important d'expliquer pourquoi elle existe. Parce qu'il y a un contexte historique derrière la création d'une règle de droit. Donc c'est bien d'expliquer, c'est pas juste dire mais c'est comme ça. Parce que c'est pareil, vous n'êtes pas dans l'éducation à la citoyenneté si vous dites c'est comme ça. Je crois qu'au niveau du temps, j'ai dépassé, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Merci.